Chapitre 10. Le combat inégal de l'information. C'est une des scènes les plus célèbres du cinéma hollywoodien. Elle conclut un long récit sous forme de flashback. Le sénateur Ransom Stoddard, joué par James Stewart, est venu rendre un hommage posthume à son ami Tom Doniphan, John Wayne, un cow-boy solitaire, discret et taiseux. Il revient sur son précédent passage dans la petite ville de Shinbone. 25 années auparavant, jeune avocat épris de justice, il s'était opposé à Liberty Valance, Lee Marvin, l'homme qui terrorisait la petite ville de l'Ouest américain. Les deux hommes s'étaient affrontés dans un duel inégal, Stoddard ne sachant pas manier une arme. À la surprise générale, il avait réussi à tuer Valance, ce qui l'avait immédiatement transformé en héros et propulsé sur la scène politique. Un quart de siècle plus tard, il rétablit la vérité. C'est Doniphan, pour le défendre, qui a abattu Valance. La confession achevée, le directeur de Shinbone Star qui la recueillait se lève et déchire ses notes. Il déclame une des phrases les plus célèbres jamais prononcées sur le journalisme. « This is the West, when the legend becomes fact, print the legend. » Ici c'est l'Ouest, quand la légende devient le fait, imprimez la légende. John Ford réalise l'homme qui tua Liberty Valance alors qu'il a 68 ans, et il s'agit pour lui de faire ce qu'il n'a cessé de faire dans toute sa filmographie, raconter l'Amérique, son histoire, ses errements. Il rappelle avec ce film que l'Amérique s'est construite par la victoire de la force raisonnée, Doniphan, sur la force brutale, Valance, alors qu'elle croit l'avoir été par le droit, Stoddard. Mais cette croyance, quand bien même elle repose sur une fiction, est essentielle pour sa modernité, car c'est elle qui a permis le passage de la conquête à la société et de la violence au droit. Et c'est la presse, aussi, qui a rendu possible ce passage. Pour les journalistes du monde entier, le message est également fondateur. Parce qu'il fait de la presse le vecteur principal d'un récit qui, versé dans l'espace public, le structure et concourt à la construction du pays et de sa culture collective. Le Shinbone Star participe à l'établissement d'une société régie par le droit. Regarder cette scène à l'ère numérique fait immanquablement naître la mélancolie associée à l'évocation de mondes révolus. La narration unique a disparu. La technologie et la connexion permettent à tous, institutions comme individus, de s'exprimer, de réagir et de communiquer. Elles brouillent l'identité des participants et détruisent les catégories de récits. La multiplicité des acteurs n'a pas seulement produit une assourdissante cacophonie, elle a fait naître de véritables guerres narratives dans lesquelles il semble impossible de distinguer les combattants. Faits, opinions, erreurs, enquêtes rigoureuses, mensonges avérés, recensions honnêtes, témoignages, doutes, certitudes, canulars, analyses précises, calomnies, communiqués, engagements, tous s'affrontent en ligne sur un champ de bataille malaxé par les algorithmes et redonnent vie à la sentence de Jonathan Swift, le mensonge et le faux volent, la vérité rampe loin derrière. Sur les réseaux, la presse se fait déborder de façon permanente. En nombre comme en intensité de messages, elle ne peut lutter. Elle n'impose ni son tempo, ni sa tonalité. Ses pronostics électoraux sont déjoués, ses engagements dénoncés, ses représentants vilipendés. Défaite en ligne, elle semble être également dans l'ensemble de l'espace public. La défiance à son encontre est devenue immense. Elle est une institution menacée dont le métier est remis en cause. L'expertise est désormais considérée comme la forme la plus pernicieuse et la plus aboutie de la domination, selon les mots de l'historien Marc Lazare. La ligne et le cercle. Les médias d'information se sont organisés, depuis la fin du XIXe siècle, sur un modèle linéaire, né de contraintes techniques et financières. Diffuser un message à un grand nombre de personnes requérait des ressources rares. Pour la presse, il fallait disposer des capacités industrielles qui permettent d'imprimer et de distribuer, pour les radios et télévisions, avoir accès aux fréquences hertziennes, peu nombreuses et souvent propriété publique. Le nombre d'organisations capables de produire, publier et diffuser de l'information était donc limité. Mais c'est la pratique professionnelle du journalisme qui a permis à la presse de passer du statut technique d'intermédiaire à celui, politique, de corps intermédiaire et de transformer son public en citoyen. Cette pratique associe deux notions complémentaires. La théorie du gatekeeping, le garde-barrière, énoncée par Kurt Lewin en 1943,
et complété par David Manning White en 1950, transforme une réalité empirique en mission. Le petit nombre de professionnels qui informent le grand nombre de citoyens détient la clé du choix, de la nature et du contenu des messages. Ce rôle, pour être reconnu comme légitime et ne pas être l'objet de suspicion, doit s'exercer sur la base de critères de sélection explicables de façon responsable, indépendante et désintéressée. Cette nécessité est à l'origine de la quête d'autonomie des rédactions dans les différents médias. L'agenda setting, la capacité de dicter l'agenda, complète les analyses du sociologue français Gabriel Tarde qui, dès la fin du XIXe siècle, évoquait l'aptitude des médias à organiser la conversation publique. Non pas en énonçant ce qu'il faut penser sur un sujet, mais en promouvant les sujets sur lesquels il faut penser. Ce pouvoir implique, pour l'équilibre démocratique du système, un devoir. Que l'agenda mis en avant par les médias d'information interagisse avec celui qui sourd au sein de la société et qu'ils se nourrissent l'un de l'autre. L'indice mis au point en 1968 par Max McCombs et Donald Shaw mesure ainsi la correspondance entre les sujets traités par les journalistes et ceux qui préoccupent les citoyens. En dessous d'un certain seuil apparaît le risque de perte de contact entre les médias d'information et leur public, de méfiance de la part de ce dernier et de fossilisation des premiers. 15 années après l'invention des réseaux sociaux, la légitimité est attaquée et la défiance est installée. Tout étant disponible en ligne, la presse n'est plus perçue comme celle qui publie, mais comme celle qui cache. Elle est accusée de le faire en obéissant à des critères de choix qui ne seraient plus désintéressés et indépendants, mais dictés par les pouvoirs politiques ou économiques. Le gatekeeping s'assimilerait à une censure déguisée. Quant à l'agenda setting, c'est encore pire. Les journalistes reproduiraient dans les sujets ce qui les préoccupe comme caste sociale homogène dans ses convictions, ses pratiques culturelles et ses lieux de vie. La presse avait mis un certain temps à accepter la perte de son monopole avant de jouer pleinement le jeu de la conversation horizontale. Elle n'imaginait pas qu'elle affronterait la remise en cause de son existence. Rien ne l'y avait préparé. Ayant participé aux premières années de la presse en ligne, je peux témoigner de la part d'idéalisme qui y régnait. L'inquiétude économique quant à la rentabilité future existait, certes et à juste titre. Mais elle ne suffisait pas à masquer le vertige pionnier face à la conquête d'une audience potentiellement présente dans le monde entier et d'un temps qui n'était plus scandé par le rythme quotidien des éditions. Et surtout, elle n'obérait en rien le souhait de voir 1000 sites internet d'information se créer pour établir un nouvel environnement varié, à l'origine de nouveaux dialogues qui profiteraient à tous. La progression de l'audience était constante, tout nouvel acteur semblait faire croître ceux qui s'étaient déjà installés. De nouvelles façons d'écrire, de nouveaux langages pour raconter, de nouvelles formes mêlant images, sons, écriture, graphiques s'ouvraient à la pratique de l'information. Pouvoir, enfin, dialoguer avec l'audience, ceux qui, en ligne, réagissaient, commentaient, complétaient, précisaient, tenaient leur blog, se présentaient comme journalistes citoyens, charriaient la promesse d'une nouvelle agora plus horizontale. Le pacte renouvelé entre le journalisme et le public passait par la perte d'efficacité du gatekeeping, l'acceptation d'une responsabilité qui s'exerce par un dialogue public et la certitude que l'intelligence collective s'exprimant en réseau produirait le nouvel agenda setting. La révolution numérique pour le journalisme, c'était la promesse d'une conversation universelle et citoyenne dans laquelle la presse jouerait un rôle central et reconnu en fournissant les faits, leur contexte et leur explication. Cet idéalisme n'était pas que technophile. Il faisait écho à une croyance plus ancienne, celle du commerce libre des idées, le free trade of ideas, d'abord évoqué comme métaphore par le philosophe John Milton, est énoncé par John Stuart Mill au milieu du XIXe siècle, alors que la presse se développe aux États-Unis. L'inspiration économique est évidente. La libre concurrence entre les idées permet, in fine, à la vérité de s'affiner et de s'affirmer. La liberté absolue d'expression est une garantie d'efficacité du système, puisqu'elle permet de ne pas entraver le mécanisme de compétition entre ce qui est faux et ce qui est vrai. La presse, si elle exerce correctement son métier, produit, sur le marché des idées, une information exacte et rigoureuse qui s'impose naturellement aux mensonges et idées fausses, et c'est en cela qu'elle est au service du public, selon l'expression américaine. Pour Thomas Jefferson, il n'y a aucun danger à tolérer des erreurs et des opinions fausses quand il est permis à la raison de les combattre. Le commerce libre des idées
a été reconnu par les cours de justice américaines en 1953. Le marché des idées et de l'information numérique s'est révélé très différent de ce qui avait été imaginé. La presse pensait organiser la conversation. C'est la conversation qui, désormais, la désorganise. 20 ans plus tard, tout a changé. La forme du nouveau modèle de l'information numérique avait pourtant été anticipée. De linéaire, il devenait circulaire. Unidirectionnel, il était désormais multidirectionnel. Les organisations journalistiques, les citoyens et les interfaces de distribution forment désormais un cercle aux relations complexes. Les citoyens peuvent être en relation directe avec les journalistes et inversement, mais la relation peut aussi passer par les outils de distribution, par la recherche, Google par exemple, la recommandation, Facebook, ou la proposition de découverte, Twitter. Ces outils contextualisent ce que les citoyens peuvent voir, mais réagissent aussi au comportement de ces derniers par des algorithmes qui intègrent dans leurs critères la performance et la préférence. Enfin, le seul lien unidirectionnel met en relation les médias d'information et les interfaces de distribution, et place, de fait, les premiers au mieux dans une position de fournisseur, au pire dans une situation de dépendance par rapport aux derniers. L'universitaire Ethan Zuckerman, directeur du Center for Civic Media au MIT, a distingué les mauvais acteurs qui étaient entrés dans le système de façon inattendue pour en pervertir le système et le noyer sous les mauvais messages. Il a énuméré 4 familles. D'abord les agents de désinformation, puissances étrangères, groupes d'intérêt économiques ou politiques. Ensuite, les annonceurs sombres, qui visent à discréditer la concurrence ou tromper le consommateur. Troisième famille, les complotistes et autres illuminés qui déversent leurs croyances. La dernière catégorie, enfin, n'est pas humaine, puisqu'elle regroupe les robots qui adoptent une identité d'utilisateur pour fausser la conversation. Les réseaux agissent comme le tambour d'une machine à laver qui mélange les productions de ces 4 familles aux autres messages. L'information professionnelle et vérifiée ne surnage pas dans ce tambour et elle peine encore plus à s'imposer aux fausses nouvelles. La menace d'une société post-information pointe derrière l'époque de la post-vérité. Le commerce des idées n'a pas fonctionné comme prévu. L'agora espérée est devenue une aréna chaque jour plus violente. Au lieu d'un ordre en construction permanente, il a produit un chaos sans fin. La présence de mauvais acteurs n'explique cependant pas l'ensemble du déséquilibre. Orienter toutes les actions correctrices à les expulser du système est à la fois utile, dangereux et insuffisant. Supprimer les faux comptes, interdire les robots sont des mesures technologiques à la portée des plateformes et elles commencent à être mises en œuvre. Facebook revendiquait ainsi 1 million de comptes fermés par jour en janvier 2019, ce qui laisse entrevoir le nombre de faux comptes qui pouvaient exister sur le réseau lorsque rien n'était entrepris pour en contrecarrer l'influence. Ces actions sont utiles, comme l'est la pression politique et citoyenne visant à obtenir une identification des donneurs d'ordre des publicités qui nourrissent le réseau. Les politiques de validation ou de retrait de contenu sont plus dangereuses car elles concernent les contenus et ne se limitent plus aux acteurs. Décidées par une autorité administrative, un algorithme ou même les équipes d'une plateforme, ces retraits pourraient s'assimiler à une censure, d'autant qu'ils sont techniquement souvent impossibles à réaliser. Il est illusoire de penser faire le tri, de façon automatique, entre ce qui est vrai et ce qui est démontré à un instant donné, entre une opinion de mauvaise foi et une tentative de manipulation. Enfin, se concentrer sur les mauvais acteurs et les mauvais messages est insuffisant parce que cela ne remet pas en cause la structure même des plateformes. Si le système d'information numérique proposé par les plateformes sociales est déséquilibré, ce n'est évidemment pas parce que toutes les opinions sont représentées. Que le faux voisine avec le vrai n'est qu'une explication très incomplète. L'organisation de tous ces messages joue un rôle déterminant. Le chaos éditorial masque en fait un ordre économique. Le nouvel ordre économique de l'information. Il n'y a pas de modèle économique de l'information qui soit indépendant de celui des médias. L'historien américain Paul Starr a montré dans ses travaux que celui des médias de masse, né à la jonction des XIXe et XXe siècles, tenait d'une suite de hasards dont on peut craindre aujourd'hui qu'ils aient constitué une sorte de parenthèse enchantée. La valeur de l'information est supérieure à l'intérêt immédiat et personnel qu'elle suscite. Elle produit ce que les économistes appellent des externalités, c'est-à-dire des effets qui vont au-delà de sa consommation immédiate. Ces externalités sont d'ordre culturel,
sociale et politique. Économiquement, la transformation du lecteur en citoyen a une valeur supérieure à l'attention que celui-ci porte à l'information. Le niveau de paiement nécessaire pour obtenir une information de qualité dépasse, de loin, l'équilibre économique de l'activité journalistique. Faire payer le consommateur d'informations pour l'intégralité de son coût de production, c'est risquer de réserver l'accès à l'information à une minorité et provoquer des externalités négatives. Dégradation du débat public, impossibilité d'avoir un système démocratique stable, non pas à cause de la différence d'opinion, mais à cause de la différence du niveau d'information. Universalité de l'accès, rentabilité économique, qualité et diversité de l'information produite forment les trois côtés d'un triangle difficilement équilatéral. La presse écrite, en monnayant son accès au public par la publicité, avait pu, au temps de sa diffusion massive, modérer son prix de vente pour le laisser au niveau des biens de première nécessité et résoudre ainsi l'équation entre qualité et accessibilité. De 1875 au premier choc pétrolier de 1973, le prix d'un quotidien était ainsi égal, en France, au prix de la miche de pain, puis de la baguette. La radio et la télévision ont instauré un autre modèle en vendant du temps d'exposition et en créant les premiers fondements de l'économie de l'attention par la recherche de l'audience. Or, tous les messages n'ont pas, dans ce domaine, la même efficacité. Ils n'ont donc pas la même rentabilité économique lorsque le modèle n'est pas corrigé. La capacité de rassembler un très grand nombre de personnes confère une prime d'efficacité. L'impact émotionnel, la surprise, la colère, le choc, la révolte, le scandale, le rire également. Appliquée à l'information, la recherche de l'attention à tout prix hiérarchise inexorablement les messages et tend à privilégier les clashs d'opinion et le sensationnalisme sur les autres formats d'information, comme les enquêtes et les reportages. La volonté de limiter l'impact de cette économie de l'audience sur l'information s'est traduite par l'édiction de règles déontologiques, professionnelles, mais aussi en termes d'obligations et de contrôle par des tiers. Et lorsque ces règles ont été levées ou amoindries, l'effet a été quasi immédiat. L'universitaire Yochai Benkler a ainsi démontré les conséquences de l'abandon par la FCC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel américain, de sa doctrine de fairness, juste équilibre, pour les radios et télévisions dans les années 1980. Cette modification réglementaire a produit une multiplication des émissions de radio complotistes et outrancières sur les grandes ondes. À la télévision, elle a conduit à la naissance de Fox News. Les fameuses fake news sont apparues à ce moment-là. L'économie de l'attention débridée avait déjà démontré ses conséquences sur la nature de l'information. Le passage au numérique et aux réseaux sociaux a amplifié cette tendance de façon spectaculaire. Les plateformes ne sont pas seulement des médias bâtis sans régulation aucune sur l'économie de l'attention, mais ce sont des médias où tous les messages sont soumis à cette économie-là. L'information est traitée, comme les autres contenus, selon son efficacité économique, et cette efficacité est comparée avec celle des autres types de messages. L'information, pour se rendre audible, doit se mettre au niveau des autres catégories de contenus, notamment en termes émotionnels. Coller aux croyances, fantasmes, convictions, sentiments de sa cible afin d'avoir une plus grande chance d'être vue et partagée. Ce marché est déséquilibré. L'information sérieuse est intrinsèquement défavorisée. Ainsi de l'algorithme de Facebook. Personne d'extérieur à la société ne le connaît en détail, mais les 4 facteurs qui le déterminent sont publics. La disponibilité, les signaux émis par chaque contenu, les réactions prévues et le score final composent le cocktail mathématique qui distribue et hiérarchise les messages pour chaque individu. L'élément prédictif est fondamentalement défini par l'attention attendue de la part de chaque utilisateur et les signaux de leur côté accordent un poids déterminant au partage, like et autres actions de l'individu qui lira le message, vu comme des signaux actifs, contrairement aux signaux passifs qui concernent la nature du contenu. La politique de Mindful Interaction, énoncée depuis 2018 par le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, donne la priorité au contenu qui déclenche les réactions et amorce les conversations. Privilégiant les liens personnels et les accords émotionnels, elle a fait de l'information professionnelle des contenus de second rang. Les plateformes numériques, qui refusaient absolument d'être considérées comme des médias, en ont récupéré 2 fonctionnalités
qu'elles ont fait sortir de leur rôle initial. Le gatekeeping s'est inversé. Tout le monde peut entrer dans le système, mais l'utilisateur n'a pas accès à tout le monde de la même façon. Ceux qui sont le plus proches de lui entrent dans son système d'information plus facilement. Quant à l'agenda setting, il est désormais construit par les algorithmes, non pour la collectivité, mais pour chaque utilisateur en fonction de l'efficacité passionnelle du message qui déclenchera une réaction de sa part et contribuera à l'animation du réseau. La proximité et les déclencheurs d'émotions de milliards d'utilisateurs augmentent l'attention cumulée sur la plateforme et donc, in fine, sa profitabilité économique. Le déséquilibre favorisant l'outrance, l'extrême, le scandaleux, le groupusculaire, l'absurde n'est pas uniquement dû à la présence de mauvais acteurs. Il résulte du modèle d'affaires de ces acteurs numériques qui profitent et développent notre addiction vis-à-vis de nos emportements. C'est une question de structure, pas de conjoncture. Facebook est un espace médiatique en construction qui bouleverse tout sur son passage et qui pèche moins par sa composition que par son organisation. Débarrassé des robots, faux comptes et vrais manipulateurs extérieurs, il lui faudrait encore accepter de proposer un ordonnancement de son espace qui ne soit pas entièrement dépendant des mécanismes de réaction émotionnelle. L'ensemble du débat public n'en sort pas indemne. Médias classiques et plateformes sociales finissent par constituer deux espaces divergents qui ne fonctionnent pas de la même façon. Les médias ont du mal à percevoir ce qui se passe sur les réseaux. Il leur est impossible d'avoir une vision panoramique de ce qui n'est constitué que de micro-espaces personnalisés. Quant à l'espace des plateformes sociales, il n'existe pas en tant que tel. Chacun a sa propre version de Facebook, de YouTube ou de Twitter. Cela provoque l'incompréhension. Aucun utilisateur ne retrouve un effet miroir fidèle dans les sujets traités par les médias. L'étanchéité qui se développe entre les deux mondes, qui finissent par ne pas traiter de mêmes sujets, complète de façon mortifère la différence de nature. L'aréna passionnelle et ouverte à tous des réseaux menace d'assécher l'agora raisonnée des médias journalistiques dans sa capacité à percevoir l'ensemble de ce qui se joue dans la société. Les deux univers n'ont plus la même représentation du monde. Chapitre 11. Combattre et guérir. Il n'y a pourtant nulle malédiction, l'apocalypse numérique n'est pas amorcée. L'époque relaie le récit de la domination absolue des plateformes, particulièrement de Google et de Facebook. Il raconte une toute-puissance qui ne connaîtrait de limite ni dans le temps ni dans l'espace. Les GAFAM seraient capables, même involontairement, de changer les processus électoraux, de constituer de nouveaux empires économiques échappant à toute règle territoriale et de s'imaginer en société souveraine, dialoguant d'égal à égal avec les États, nations et organisations internationales. Les recherches transhumanistes développées par Google ajoutent une dimension métaphysique à cette mosaïque de pouvoir déjà implacable. Empreint de scientisme et d'individualisme forcené, le projet est porté par Ray Kurzweil, 70 ans, gourou spiritualiste, membre dans son enfance de l'Église de l'Unité universaliste, un surdoué qui raconte avoir inventé son premier ordinateur à l'âge de 12 ans. La Singularity University, qu'il dirige au sein de Google, sert de poste de commande à ses rêves de démiurge. Les transhumanistes conjuguent la technologie numérique, les nanotechnologies, la biologie et les sciences cognitives pour construire des outils qui permettront à ceux qui en disposeront d'échapper aux fatalités de la condition humaine. Chaque individu s'appartient intégralement et il est donc libre de s'augmenter sans qu'aucune limite autre que scientifique puisse lui être opposée. La maladie, le vieillissement, voire la mort sont des frontières franchissables et bientôt dépassées. Le thème charrie tous les fantasmes, de la copie du cerveau sur un disque dur d'ordinateur permettant la survie virtuelle jusqu'aux implants nanotechnologiques modifiant les capacités intellectuelles et biologiques et semble annoncer la fin de l'espèce humaine. Le récit transhumaniste est complété par les peurs nées du développement de l'intelligence artificielle et de son volet lié au machine learning, les machines qui apprennent. Derrière ce terme fantasmagorique se cache une réalité très prosaïque puisqu'il désigne les algorithmes qui apprennent à effectuer une tâche par eux-mêmes grâce à la répétition quasi infinie d'une action. Par exemple, reconnaître un chat après visionnage de millions de photos de chats sans qu'il ait été nécessaire de définir au préalable les paramètres qui sont propres au chat. Les applications sont encore limitées, mais les transhumanistes l'annoncent. Viendra un moment où les super-ordinateurs, mis en réseau, surclasseront l'humanité
et prendront en charge l'organisation d'une nouvelle civilisation fondée sur l'intelligence des machines. Kurzweil appelle ce moment la singularité et il annonce son avènement pour 2045. Transhumanisme et singularité, via l'intelligence artificielle, agissent comme les miroirs inversés d'une même vision. Les hommes et femmes augmentés, quittant l'humanité, il faut bien que les machines les remplacent. La prophétie ne se limite plus aux gourous de la Silicon Valley, comme le montre un article crépusculaire de Henry Kissinger, 95 ans, publié par le magazine américain The Atlantic à l'été 2018. L'universitaire et politique américain rappelle que l'invention de l'imprimerie a permis de passer de l'âge de la religion à l'âge de la raison, inspiré par les philosophes des Lumières. Cet âge est révolu car le numérique et l'intelligence artificielle font entrer l'humanité dans une nouvelle ère que Henry Kissinger ne définit pas mais colore d'un pessimisme définitif. Nous avons créé une technologie potentiellement dominatrice en quête de philosophie pour la guider, déplore-t-il, avant d'énoncer 3 risques mortifères pour la civilisation des Lumières. Les intelligences artificielles, devenues autonomes, qui entreprendraient des actions aux résultats contraires à ceux attendus. D'autres qui, dans leurs calculs, imposeraient leurs propres valeurs, contraires aux valeurs humaines. D'autres enfin, qui finiraient par développer des raisonnements dont la complexité serait inaccessible à l'esprit humain. Ces scénarios catastrophistes rappellent certains films hollywoodiens et semblent trop parfaits pour être vraisemblables. Peut-être finiront-ils par occuper nos inquiétudes futures, mais ils ne constituent pas notre présent et ils contribuent à nous en détourner. L'intelligence artificielle est bien une révolution économique majeure, mais n'est pas encore l'instrument de la fin des temps. Elle menace les emplois à tâches répétitives et modifie en profondeur l'ensemble des activités industrielles en démultipliant les capacités de calcul et le nombre de données traitées. Mais, en ce qui nous concerne, nous sommes chaque jour confrontés à l'IA, et notre expérience nous en montre les limites. Combien de fois avons-nous eu l'impression d'être emprisonnés dans des boucles de situations absurdes alors que nous étions pilotés par les algorithmes, au point d'inspirer des plaisanteries sous forme de défis? C'est ainsi développé un courant d'utilisateurs s'amusant à induire en erreur les algorithmes de reconnaissance visuelle sur les réseaux sociaux pour en dénoncer la stupidité et la nocivité et regretter qu'ils excluent ainsi des œuvres artistiques majeures des plateformes fréquentées par des milliards d'individus. L'image des 2 œufs à la coque dans des coquetiers en métal photographiés en utilisant un angle de vue approprié a été censurée pour pornographie. L'intelligence artificielle lui avait attribué les paramètres d'une photo pornographique de 2 jambes nues écartées dévoilant un sexe féminin. De leur côté, les enceintes vocales tâtonnent, se trompent, déçoivent et la réponse la plus fréquemment donnée par Google Home est « Je suis désolé, je ne suis pas en mesure de répondre à votre question ». En janvier 2019, une chaîne hôtelière japonaise a dû fermer ses établissements gérés par des robots. De trop nombreux humains devaient en corriger les erreurs. Le rythme de l'évolution des algorithmes ne s'apparente encore nullement à un emballement qui serait hors de contrôle. Avant de remplacer l'humanité, l'IA doit réussir à effectuer des tâches complexes et appréhender des problématiques à multiples dimensions. Et cette perspective semble encore éloignée. Quant aux réponses aux dilemmes moraux, elles sont les résultats de paramétrages faits par des humains et, donc, de choix humains. La question posée en ce domaine concerne la délégation des choix aux entreprises qui créent les solutions d'intelligence artificielle et qui dictent leurs priorités morales plutôt que celles de l'autonomie morale des machines. Et il est un domaine, en revanche, où l'efficacité des algorithmes n'est pas surestimée, leur capacité à capter et retenir notre attention. Car ce n'est pas très compliqué et immédiatement rentable. Accepter la doxa d'une toute-puissance actuelle des plateformes, leur reconnaître une capacité à écrire un futur transhumaniste condamne à l'immobilité et masque le combat à mener. Cette conception fait leur jeu. Elle nous prive d'espace, les États sont condamnés à l'impuissance par des organisations transnationales sans territoire et les individus à l'addiction de l'auto-asservissement. Elle nous prive de temps, le futur est écrit, tout est déjà joué. Faire des géants numériques les monstres d'une génération nouvelle revient à leur conférer un pouvoir normatif sur les économies, les sociétés et les vies. Mais l'état de nature de ces empires numériques n'a pas à devenir notre état de culture. Nous vivons un moment de fondation, celui d'un ordre nouveau dont l'absence de règles trahit la jeunesse. Une époque qui peut rappeler les débuts du capitalisme industriel à la fin du XXe siècle et laisse donc ouverte la possibilité des réformes, d'amendements,
d'adaptation et de contrôle du modèle. Il n'est pas écrit que l'économie de l'attention sans frein et sans limite doivent rester le seul modèle de développement des plateformes. Ces sociétés sont encore jeunes, elles grandissent et s'adaptent sans être confrontées à des limites. Les faire changer est possible, tout comme il est possible de poser des limites aux modèles publicitaires liés aux données, sans pour autant remettre en question leur existence et leur développement. Il n'est pas non plus écrit que le modèle économique des plateformes doive dessiner l'ensemble de la société numérique en construction. Le poids économique déraisonnable atteint par les nouveaux oligopoles de l'attention, leur capacité à siphonner des milliards de données en redirigeant leur intelligence autour de notre addiction au temps passé en ligne laisse croire que le traçage individuel est intrinsèquement constitutif de la civilisation digitale. Paradoxalement, cette domination apparente rejette au second plan les accumulations de données qui se déploient par exemple dans le domaine de la santé et de la sécurité et ne permet pas d'amorcer les discussions internationales sur le statut de ces réserves infinies de données. Lutter contre la domination de l'économie de l'attention qui nous plonge dans l'addiction n'est pas un refus de la société numérique. C'est au contraire la réinstaller dans un projet porteur d'utopie et réinstaurer une perspective de long terme sur le cauchemar de court terme. Rappeler les incroyables potentialités émancipatrices d'un numérique qui permet un accès universel à l'information, au savoir et à l'expression publique, le développement de l'économie du partage, le dépassement des frontières spatiales et temporelles, les avancées en termes de santé, la possibilité d'une construction d'une nouvelle forme de démocratie fondée sur la mobilisation et la collaboration délibérative. Échanger sans regret la fiction transhumaniste pour un nouvel humanisme numérique. Tout ceci reste possible. Et il n'est pas question, en ce qui me concerne, d'abandonner. Mettre un terme à la domination d'une économie de l'attention débridée ne constitue pas, en soi, la refondation de l'espérance numérique et la construction du nouveau modèle. Mais c'est une étape nécessaire et indispensable, la fin de la servitude avant la construction de l'émancipation. Et notre libération passe par deux commandements complémentaires, guérir et combattre. Chacun apportera sa réponse personnelle, mais l'action sera collective et ces thèmes devront prendre une juste place dans l'espace public. Combattre est un projet politique, guérir est un projet de société. Le numérique a promu la culture des listes comme une de ses expressions narratives. S'y conformer, pour conclure, semble logique. Chacun pourra avoir la sienne pour sortir de la civilisation du poisson rouge. Celle présentée ici propose 4 combats et 4 ordonnances. Elle est par nature simple et ne constitue qu'une évocation de pistes possibles. La liste des 4 combats. Combattre les idées fausses pour ne pas livrer les mauvaises batailles. Les géants de l'Internet nourrissent la première d'entre elles, née de la conjugaison de l'idéologie libertaire des débuts avec les intérêts économiques du présent. Elle postule l'autorégulation comme main invisible de correction des dysfonctionnements sociaux et économiques nés des développements numériques. Sa version pragmatique parle d'autodiscipline. Croire qu'une société cotée puisse internaliser le bien social dans ses choix stratégiques et accepter, sans y être forcée, de freiner le développement de ses recettes pour améliorer le bien-être commun est un pari déraisonnable. À l'inverse, l'histoire récente montre qu'une menace coordonnée de régulation à l'encontre des géants du net peut être aussi efficace qu'un texte imposé. La négociation est possible, au niveau national, européen et même mondial. Jusqu'ici, les discussions se sont concentrées sur la redistribution des revenus. Par l'impôt, bien sûr, mais aussi par le paiement direct dans le cadre du respect du droit d'auteur. La régulation pourrait également concerner la redistribution du temps. Et son caractère négocié est moins utopique qu'il n'y paraît. En premier lieu, parce que les exemples similaires existent dans la vie réelle. Les casinos restreignent leur accès à certains utilisateurs trop fragiles, exigent un âge minimal. En second lieu, parce qu'il y a un intérêt à long terme à aider ces structures encore récentes à ne pas détruire, à moyen et long terme, le lien qu'elles développent avec leurs utilisateurs. Leur dépendance, les dépressions possibles, la fatigue sont des symptômes qui, à mesure qu'ils sont connus et partagés, remettent en cause le fondement même des plateformes sociales. Limiter la captation de l'attention par le brain hacking de leurs algorithmes et de leurs graphismes revient à échanger une baisse de leur rentabilité immédiate contre un accroissement de leur pérennité. Imposer une négociation sur des normes d'application des algorithmes de captation de l'attention en concentrant l'intervention collective sur ce qui est consubstantiel aux plateformes,
et en évitant un trop grand encadrement afin de préserver la liberté sur les réseaux. 3 domaines sont à privilégier. En premier lieu, les algorithmes paramétrés pour maximiser l'efficacité économique des messages et qui confèrent une prime de visibilité pour les contenus qui provoquent de la colère et de l'émotion. La transparence quant au ressort de leur fonctionnement n'est qu'une première étape. Il doit être envisageable d'en diminuer la portée et le champ d'application. Ensuite, le graphisme des interfaces dans le dark design peut développer des comportements addictifs, alors même que les interactions vont changer de nature d'ici 2025 avec l'émergence d'outils moins visibles que les smartphones. Imposer un caractère sain ou éthique dans la construction des interactions peut s'apparenter à une mesure de santé publique. Enfin, le champ d'application, au sein même de ces plateformes, de la logique publicitaire de l'attention qui, pour l'instant, touche l'ensemble des pages et des services. Les médias classiques se sont développés en séparant de façon stricte ce qui relève de la publicité de ce qui relève de l'information ou même d'autres propositions éditoriales. Et, parallèlement, l'ensemble des pays ont édicté des règles pour canaliser les messages publicitaires, y compris aux États-Unis, dès 1920, pour la publicité radiophonique sous la pression d'associations de consommateurs. Réfléchir au cadre juridique des plateformes en sortant du modèle américain de l'irresponsabilité éditoriale des hébergeurs. Définir une responsabilité adéquate est un chemin long, tortueux et difficile. L'appliquer sur l'ensemble des services et des contenus proposés est sans doute impossible, mais la perspective est posée. Les discussions, désordonnées et chaotiques, ont commencé. Lorsque l'on parle d'information, l'exercice de la responsabilité juridique impose une fiabilité qui ne peut se faire sans y affecter des ressources financières. Il y a donc dans ce domaine un nouveau cadre de négociation possible avec les médias d'information et leur rédaction. Développer des offres numériques qui ne répondent pas à l'économie de l'attention. Ces initiatives ne sauraient se limiter au projet essentiel de contre-Internet énoncé par Tim Berners-Lee. Des idées ambitieuses de réseaux sociaux publics sont défendues jusque dans certaines universités américaines et évoquent les initiatives européennes du début du XXe siècle en matière de médias audiovisuels. Ainsi, la BBC fut-elle créée pour échapper à la domination des intérêts privés et du marché publicitaire. Mais d'autres actions, plus immédiates, moins grandioses et sans doute tout aussi utiles, sont possibles en encourageant la production d'algorithmes de découverte et d'émancipation. Une intelligence artificielle écologique est un autre chemin vers le contre-Internet. Ainsi qu'un projet industriel et technologique ambitieux et réaliste pour l'Europe, moins illusoire que le Google européen ou le Facebook européen. Les médias publics ont d'ailleurs, en ce domaine, un rôle essentiel à jouer. N'étant pas financés par les retombées publicitaires, fidèles à leur mission d'universalité, ils peuvent et doivent investir les plateformes en y apportant un message différent, vérifié et qui permette une pause dans les logiques d'attention pure. Constituer une contre-offre dans l'offre générale est un contre-pouvoir interne au pouvoir des réseaux. Par ailleurs, leurs offres alternatives sont une occasion de construire des outils technologiques avec un principe de fonctionnement qui prennent le contre-pied des logiques de l'économie de l'attention. Algorithmes proposant d'ouvrir à d'autres opinions, d'autres champs culturels, d'autres types d'histoires, outils de contrôle du temps passé sur les offres jeunesse et les offres adultes, alertes en cas de surconsommation. Développer des interfaces qui reposent plus qu'elles ne sollicitent, limiter les alertes à un strict minimum, proposer des programmes qui ont demandé un lourd investissement en temps passé. Baisser le son et empêcher les effets stroboscopiques, les actions à mener sont nombreuses. La liste des 4 ordonnances. Une nouvelle sagesse, un nouvel apprentissage de la liberté se profile. La fracture numérique existe encore, bien sûr. L'inégalité qui vient est tout autre, cependant. Il s'agira d'avoir non plus accès à la connexion, mais à la déconnexion. Accès non pas à la musique, mais au silence. Non à la conversation, mais à la méditation. Non à l'information immédiate, mais à la réflexion déployée. Les séminaires de désintoxication technologique se multiplient. Les retraites spirituelles dans les monastères ont changé de nature. Il fallait échapper au monde pour trouver Dieu, il faut désormais échapper aux stimuli électroniques pour simplement se retrouver. Être coupé des réseaux pour, enfin, être à nouveau au monde. Mais l'enjeu n'est pas de disparaître, ni de refuser les extraordinaires potentialités de la société numérique. Il nous faut simplement comprendre que la liberté s'exerce dans la maîtrise, et que cette maîtrise
nécessitent moins d'un ascèse qu'une simple modération. Des règles personnelles simples à édicter et difficiles à mettre en application, et des fonctionnalités difficiles à imposer et faciles à utiliser. Sanctuariser. Paul Valéry annonçait un futur où, pour être libre, il faudrait construire des cloîtres isolés où les ondes n'entreraient pas, pour y mépriser les effets de masse, de nouveauté et de crédulité. La prophétie de l'écrivain est devenue une nécessité de civilisation. L'établissement de zones hors connexion, à l'image des zones non-fumeurs, relève de la santé publique. Les écoles, lieux de savoir, de prière, de débat, de réunion, recevoir, célébrer, transmettre, pour reprendre la célèbre trilogie d'Emmanuel Levinas, se fait en coupant la dépendance numérique. Ce que les entrepreneurs de la Silicon Valley, qui placent leurs enfants dans les établissements tech-free, ont parfaitement compris. J'imagine sans difficulté un grand nombre de lieux hors connexion où un simple panneau indiquera qu'il n'est pas possible de laisser les sollicitations interrompre ce que nous vivons ensemble. Une simple règle de politesse, un apprentissage en famille pour déposer l'outil avant les repas et moments partagés. Après tout, l'écran du portable est l'écran de l'intime. Il n'est pas anormal de ne pas l'imposer à ceux qui nous entourent. La limitation du portable à l'école devient une réalité. L'université de Stanford, qui a fait naître le numérique, les plateformes et la société connectée, impose désormais l'absence de portable en cours et de plus en plus l'absence d'ordinateur. L'enjeu est de faire en sorte que cela devienne technologiquement aisé à faire, car intégré au fonctionnement des réseaux eux-mêmes. Même quand cela va à l'encontre de leur intérêt économique immédiat, Facebook a dû reconnaître, en 2018, que l'application continuait à siphonner des données de ses utilisateurs, quand bien même ceux-ci étaient déconnectés. Mais dans ce domaine encore, le poids des utilisateurs peut être déterminant. Préserver. Ce qui est vrai pour l'espace l'est également pour le temps. Que l'on parle de pause ou, à l'instar des anglo-saxons, de la possibilité de take a break, la reconquête de nos existences passe par notre capacité à définir des moments sans connexion et surtout sans interaction sociale numérique. Les nuits, bien sûr, les moments d'intimité personnelle, familiale ou amicale, sans doute. J'ai le souvenir d'un séminaire professionnel où il avait été demandé à chaque participant de déposer son portable dans un panier préalablement à la réunion. Scène banale que vivent des milliers de gens chaque jour, mais épisode difficile. Chacun, moi le premier, avait essayé de trouver une bonne raison de se soustraire à l'exercice. Installer ce genre de panier, de pochette qui laisse seulement passer les appels téléphoniques en empêchant la connexion, devra pourtant à l'avenir se banaliser. Est-ce rêver que d'imaginer des fonctionnalités simples rajoutées à nos portables qui, en plus du mode avion, proposeraient des modes détox permettant de ne plus être sollicités par des alertes pendant un moment. Imaginer des moments de vacances, définis comme plusieurs jours sans connexion sociale, ne relève pas de la naïveté. Affirmer que les enfants et adolescents ont aussi besoin de ce genre de pause, et sans doute beaucoup plus que les autres, ne relève pas de la chimère. Il faudra bien que les réseaux sociaux se résolvent à intégrer à leur interface la capacité de les quitter pendant quelques jours ou quelques semaines. Ces pauses et vacances, 2 jours par semaine par exemple, et 2 mois par an, pourraient être encouragées par l'interface elle-même. Bonjour, il nous semble que vous avez été très présent sur Facebook ces derniers jours. Et si nous cessions d'interagir pendant quelques jours, êtes-vous d'accord? Laissez-moi prévenir vos amis. Un contraste saisissant avec ce qui se passe aujourd'hui quand l'utilisateur baisse ne serait-ce qu'un peu son niveau d'utilisation sur les plateformes. Il est alors bombardé de messages comminatoires, de rappels à l'ordre inquiet, de menaces d'effacement technique, alors même que les données individuelles continuent d'être stockées, utilisées et actualisées. Expliquer. Les réseaux sociaux, qui sont entrés à l'école, pourraient en sortir pour être remplacés par l'apprentissage de leur bonne utilisation et de la façon de se préserver de leurs effets néfastes, des mécanismes d'addiction, des moyens de lutter contre et des logiques de viralité. Exposer le continuum entre ce qui se passe en ligne et ce qui se passe dans ce que l'on appelle la vie réelle permet de faire comprendre que ce qui semble virtuel ne le reste pas longtemps. Ralentir. La reconquête du temps, de moments de silence sans interruption et stimuli électroniques de l'espace permet d'amorcer un cercle virtueux. Les initiatives telles que Sol, qui promeuvent une demi-heure quotidienne de lecture obligatoire à l'école, ont vocation à sortir de leur nature d'expérimentation
pour devenir des outils collectifs. Notre modèle de société est structurellement tourné vers l'accélération, et toute mesure de ralentissement, dans quelque domaine que ce soit, l'information, les médias, les conversations, en réseau ou non, la consommation même est une mesure de résistance. C'est aussi une mesure de libération. Munich, 2019. L'auditoire n'a attendu qu'elle. Sur l'estrade, la femme n'a pas l'air si confiante. Pourtant, tout en elle traduit la maîtrise professionnelle hors du commun d'une des chefs d'entreprise la plus puissante du monde. Derrière elle, un écran. Sur cet écran, immense, un fond orange uni, couleur poisson rouge. Pour tout texte, une question en anglais. Quel type d'Internet voulons-nous ? Et donnons le sien et celui de son entreprise, Sheryl Sandberg, Facebook. Nous sommes en janvier 2019 et la directrice générale de la société la plus critiquée du monde est venue en Europe faire des annonces qui, selon la terminologie appropriée, vont dans le bon sens. Elle ressent la suspicion présente chez des spectateurs qui, il y a quelques mois encore, auraient signé aveuglément un contrat de travail dans son entreprise. Juste avant elle, une conférencière a parlé de la confiance avec une formule assez maligne. Si l'argent est la devise des transactions, la confiance est celle des interactions. Et quand cette dernière est rompue, les interactions finissent toujours par disparaître. Tous ont pensé, à ce moment, à Facebook et à Sheryl Sandberg. Alors, quand cette dernière monte sur scène, elle reconnaît l'année difficile, les erreurs, une période de réflexion et d'apprentissage avec l'aide, qu'il eût cru, des gouvernements. Le géant de Palo Alto semble mettre genou à terre et annonce un festival de mesures. Des milliards de dollars investis dans la sécurité des données. Action commune avec les gouvernements français et allemands pour contrer la désinformation venue de l'étranger. Fermeture des faux comptes, accès donné à chaque individu à ses propres données, exercice de transparence concernant les annonceurs publicitaires. Des actions qui pourront rassurer les gouvernements quant au déroulement futur des périodes électorales. Le modèle économique, quant à lui, est évacué en 3 phrases et 2 réponses dilatoires. Facebook réaffirme son investissement majeur dans la protection des données personnelles et dans sa volonté de ne plus les partager aussi aisément, mais également son souhait de pouvoir continuer à proposer des publicités ciblées afin de développer le business et permettre aux petites entreprises d'avoir accès à la connaissance du public et de proposer aux utilisateurs des annonces qui puissent les intéresser. Facebook est donc prêt au changement, mais pas en ce qui concerne son modèle économique. Ce que Sandberg résume en une formule, nos outils ont été détournés par un petit nombre pour tromper le plus grand nombre. Une idée, somme toute, très américaine dans sa culture. Le mal est chez les autres, qui pervertissent notre modèle, et pas chez nous. Toutes les actions entreprises visent à refaire de Facebook un sanctuaire en empêchant les bad actors, les mauvais acteurs, d'y pénétrer. Si tant est que cela soit possible, et même si de telles actions sont nécessaires, elles ne seront pas suffisantes. C'est l'idée défendue dans ce livre, l'addiction qui se développe, les effets de bulles informationnelles, de déséquilibre, de dissémination de fausses nouvelles et de contre-réalités sont aussi et sans doute surtout une production intrinsèque du modèle économique des plateformes. Et ce modèle est amendable, mais il faut s'y mettre, de toute urgence. Il y a une voie possible entre la jungle absolue d'un Internet libertaire et l'univers carcéral de réseaux surveillés. Cette voie possible, c'est la vie en société. Mais nous ne pouvons laisser à ces plateformes le soin de l'organiser seules si nous souhaitons qu'elles ne soient pas peuplées d'humains au regard hypnotique qui, enchaînés à leurs écrans, ne savent plus regarder vers le haut. Addendum. Selon l'Association française du poisson rouge, le poisson rouge est fait pour vivre en bande, entre 20 et 30 ans, et peut atteindre 20 cm. Le bocal a atrophié l'espèce, en a accéléré la mortalité et détruit la sociabilité.